Il était une fois, dans un petit village appelé Kuru, une petite fille nommée Tamara. Tamara était née dans une famille pauvre de paysans. Son père était un fermier local qui travaillait sur les terres des autres et était payé pour son travail. Sa mère était une commerçante qui vendait des légumes et d'autres produits de première nécessité au marché local de Kuru. Tamara était la 6e de 8 enfants. Malgré la taille de la famille, son père et sa mère réussissaient à envoyer 5 d'entre eux à l'école. Tamara étant l'une des plus jeunes, elle avait le privilège de faire partie des élus. Les 3 autres enfants aînés étaient envoyés dans différentes grandes villes pour apprendre un métier. Tous les soirs, sans faute, son père, M. Kwame, rassemblait tous ses enfants autour de lui après le dîner et leur racontait des histoires sur la ville et les grandes personnes qu'il connaissait, qui étaient devenues riches en allant à l'école puis en partant vivre en ville. « Vous connaissez M. Udoka » commençait-il. « Celui pour qui j'ai travaillé sur sa ferme la semaine dernière. Il a étudié dur à l'école, et aujourd'hui, c'est un médecin très riche en ville. Tout le monde veut aller dans son hôpital. » Toutes ces histoires sur l'école et la ville fascinaient Tamara depuis son plus jeune âge. À cause de cette fascination grandissante, Tamara était très sérieuse à l'école. Elle se distinguait toujours comme la meilleure élève lors des examens, au grand étonnement de ses enseignants et même de la direction de l'école. Ses professeurs l'adoraient car elle travaillait très dur, et la petite Tamara n'hésitait pas à se donner à fond car elle avait un seul objectif en tête, obtenir de bonnes notes et aller en ville un jour. Un jour, Tamara rentra de l'école dans son uniforme marron et remarqua une chaussure inhabituelle devant la maison familiale. Elle comprit immédiatement qu'il y avait un visiteur, mais la qualité des chaussures qu'elle regardait appartenait certainement à une personne riche ou de grande fortune. Elle entra à l'intérieur et se retrouva face à une très belle dame vêtue d'une robe coûteuse. Elle portait un maquillage coloré et une belle perruque sur la tête. Ses ongles étaient peints et elle portait un petit sac noir avec des broderies dorées sur les bords. La jeune femme sourit à la vue de Tamara et dit : « Tamara, ma petite, regarde comme tu as grandi, dit-elle avec beaucoup d'enthousiasme. » À ce moment-là, la mère de Tamara, qui était dans la cuisine, entra dans le salon avec un plateau de nourriture qu'elle posa devant la visiteuse. Tamara salua sa mère et la visiteuse. « Tamara, commença sa mère, voici tante Bose, elle est la sœur cadette de ton père. » Le visage de Tamara s'illumina d'excitation en apprenant que cette femme si élégante était de sa famille. « Elle vient de la ville pour saluer ton père, » ajouta sa mère. Les oreilles de Tamara s'écarquillèrent en entendant le mot « ville ». Instantanément, Tamara fut attirée par tante Bose. Avec son innocence d'enfant, elle demanda à Bose : « Tante, est-ce que tu m'emmèneras aussi en ville ?» Tout le monde éclata de rire, et tante Bose, comme toute tante l'aurait fait, fit une promesse à Tamara : « Si tu as de bonnes notes à l'école et un excellent certificat, je viendrai te chercher pour t'emmener en ville, » dit-elle en souriant. Les adultes riaient de son innocence, mais au fond de Tamara, un feu venait de s'allumer. C'était sa lumière au bout du tunnel, si elle voulait un jour aller en ville. Quelques heures plus tard, tante Bose repartit pour la ville. Elle avait apporté de nombreux cadeaux pour la famille, et les parents de Tamara étaient ravis et prièrent sincèrement pour elle à son départ. Depuis sa rencontre avec tante Bose, Tamara devint encore plus sérieuse à l'école. Elle passait très peu de temps à jouer et était toujours plongée dans ses livres. Elle n'était jamais en retard en classe et finissait toujours première de la classe. Tante Bose prit également un intérêt particulier pour Tamara et commença à payer ses frais de scolarité pour soulager ses parents. De temps à autre, elle revenait au village leur rendre visite avec beaucoup de cadeaux. Lorsque Tamara eut 18 ans et était en dernière année de lycée, elle obtint les meilleurs résultats de sa classe. L'école, ses professeurs et ses parents étaient très fiers d'elle, mais sa propre excitation était sans limite. Tamara n'attendait qu'une chose, partager la bonne nouvelle avec tante Bose. « Enfin, je vais aller en ville », pensait-elle sans cesse en elle-même. Lorsque tante Bose apprit la nouvelle, elle était très excitée et heureuse. Elle envoya des cadeaux à Tamara pour la féliciter de ses réalisations. Un mois après sa remise de diplôme, tante Bose revint au village pour emmener Tamara en ville, comme elle l'avait promis des années auparavant. Son départ du village fut un mélange d'émotions. Elle partait avec la peur de ne plus revoir ses parents, mais elle était excitée à l'idée de commencer une nouvelle vie ailleurs, loin de Kuru, où elle avait grandi. Lorsque le bus de transport entra dans la célèbre ville d'Utaka, Tamara ne pouvait s'empêcher de regarder avec émerveillement les grands bâtiments, les centres d'événements, les voitures luxueuses, etc. Tante Bose vivait dans un grand appartement de 2 chambres. Elle avait pratiquement toutes les commodités dont une femme pouvait rêver. Elle était en effet riche et élégante. Il ne fallut pas longtemps à Tamara pour s'habituer à la vie en ville. Bien qu'elle vienne du village, elle était très intelligente et avait acquis des connaissances sur ce qu'était la vie en ville grâce à l'école. Son devoir principal était de nettoyer la maison et d'effectuer d'autres tâches ménagères, qu'elle accomplissait efficacement.
Elle était excitée d'être arrivée à l'endroit de ses rêves et fantasme chaque nuit sur la manière dont elle retournerait au village, riche, et dépenserait de l'argent pour ses parents. Cependant, au bout de 3 mois de vie avec Bose, Tamara commença à s'inquiéter. Bose n'avait encore rien dit au sujet de son éducation ni de ses projets pour elle depuis son arrivée en ville. Elle s'inquiétait car elle avait l'impression d'être utilisée comme domestique au lieu d'accomplir la véritable raison pour laquelle elle était venue en ville. Pourtant, il y avait quelque chose chez tante Bose qui la troublait profondément. Elle n'avait jamais entendu Bose parler de son travail, de son bureau ou de ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. Pire encore, Bose quittait la maison tard dans la nuit et revenait très tôt le matin. Malgré cela, elle ne manquait jamais d'argent, semblant toujours avoir une réserve abondante. Un soir fatidique, au 5e mois de son séjour avec Bose, tante Bose appela Tamara au salon pour une discussion privée. Elle avait une expression très sérieuse et était assise sur le canapé. Lorsque Tamara s'assit, tante Bose commença. « Bose, je sais que tu te demandes probablement comment je gagne l'argent qui nous permet de vivre dans cette maison, dit-elle, son regard devenant plus intense en fixant Tamara. Tamara hocha la tête. Eh bien, je vais aller droit au but. Au lieu de te donner du poisson, comme je l'ai fait pendant ces 5 derniers mois, je vais t'apprendre à pêcher dans cette ville, déclara-t-elle. Les yeux de Tamara s'agrandirent d'excitation. Elle attendait cela depuis qu'elle avait mis les pieds à Utaka. En fait, elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle se pencha en avant, excitée et sérieuse, car elle voulait prêter une attention particulière à tout ce que Bose allait dire. Juste à ce moment-là, tante Bose se leva, ferma les fenêtres et les rideaux, puis reprit sa place, toujours aussi sérieuse. Tamara, commença tante Bose, je suis dans le business du hook-up, déclara-t-elle brusquement. Tamara était confuse, elle n'avait jamais entendu parler de ce genre de business. Par curiosité et par naïveté, elle demanda, tante, c'est quoi le hook-up et comment ça marche? Un léger sourire apparut sur les lèvres de Bose. Tamara était innocente, mais elle allait devoir sacrifier cette innocence si elle voulait s'en sortir dans cette ville. Disons simplement que c'est un business où des hommes te paient pour les satisfaire sexuellement, et ils te donnent des sommes d'argent considérables pour tes services, ajouta Bose sans détour. Les yeux de Tamara s'agrandirent de stupeur, et elle se couvrit la bouche avec ses mains. Oh mon Dieu, tu veux dire la prostitution, ajouta-t-elle, choquée. Pas de la prostitution, rétorqua immédiatement Bose, presque en colère. Les prostituées doivent rester sur le bord de la route à attendre des hommes. Dans le hook-up, ce sont eux qui te contactent pour tes services. Si tu es bonne, ils te recommandent à leurs amis plus riches, c'est comme tout autre travail basé sur des services. Tamara n'en croyait pas ses oreilles, elle était choquée jusqu'au plus profond d'elle-même. Est-ce vraiment pour ça que je suis venue en ville, murmura-t-elle intérieurement. Bose interrompit ses pensées. Tu aimes les conditions de vie de tes parents? Tous les jours, ton père travaille de ferme en ferme, ta mère est sous un soleil de plomb à vendre ses produits, et tes frères et sœurs luttent pour s'en sortir à l'école. Maintenant, cette opportunité dorée est devant toi. C'est ton choix, Tamara. Je te laisserai réfléchir et me donner ta réponse demain matin, dit-elle avant de quitter une Tamara complètement stupéfaite dans le salon. Cette nuit-là, Tamara ne parvint pas à fermer l'œil. Elle était accablée émotionnellement par le poids de la révélation que sa tante venait de lui faire. Même si le style de vie de Bose en était une évidence, Tamara ne se voyait pas vendre son corps, peu importe le prix. Depuis ce jour, l'attitude de Bose envers Tamara changea. Elle devint plus agressive pour la moindre erreur, privait Tamara de nourriture et cessa toute aide financière qu'elle offrait à sa famille. Tamara ne fut pas surprise, elle s'y attendait après avoir refusé l'offre proposée par Bose quelques jours auparavant. Selon Bose, Tamara avait refusé d'apprendre à pêcher, et serait donc traitée comme une paresseuse. Un jour, une nouvelle parvint à Tamara, son père était gravement malade. Il avait été mordu par un serpent venimeux en travaillant sur une ferme. Il fut conduit à l'hôpital local, mais, selon les règles de l'hôpital, aucun soin ne lui serait donné sans un acompte. Il avait besoin de soins urgents, sinon il mourrait dans quelques heures. Ils avaient essayé de joindre Bose, mais son téléphone était éteint. Ils contactèrent donc Tamara avec le petit téléphone portable qu'il lui avait acheté avant son départ pour la ville. Tamara était sous le choc, ne sachant que faire. Elle essaya d'appeler sa tante, mais son téléphone restait éteint. Alors que la panique la submergeait et que des larmes chaudes coulaient sur son visage à l'idée de perdre son père, Bose rentra. Tamara, encore tremblante et paniquée, lui raconta tout. Bose fut également surprise et confirma la situation en passant un coup de téléphone. Après avoir raccroché, elle regarda Tamara d'un air connaisseur et dit « Tu veux aider ta famille maintenant ?» Tamara hocha affirmativement la tête. À ce moment, elle était prête à tout pour sauver son père.
Bose sourit et prit son téléphone. En moins d'une minute, elle était en ligne avec un homme. Quelques minutes plus tard, elle dit à Tamara, « Tu as de la chance, cette Alagi a besoin de compagnie maintenant. Va te préparer rapidement pour que nous ne perdions pas mon frère. » C'est ainsi que Tamara fut introduite dans le business du hook-up. Bose lui prêta des vêtements et lui appliqua un léger maquillage. La transformation de Tamara fut impressionnante. Après cette métamorphose, Bose l'emmena à la station de bus. Il faisait déjà nuit quand une Mercedes SUV noire se gara devant elle. La vitre arrière se baissa et un homme d'un certain âge les regarda à travers la fenêtre. Bose échangea quelques mots avec lui et le présenta à Tamara, dont l'esprit était encore accablé par la situation de son père. L'Alagi parut satisfait et invita Tamara à monter dans le véhicule. Il la ramena chez lui, passa la nuit avec elle, et lui donna une somme d'argent considérable, $2 500. Tamara fut stupéfaite. Jamais elle n'avait vu ni tenu une telle somme d'argent de toute sa vie. Le lendemain matin, Alagi la déposa à la même station de bus où il l'avait prise la veille, et Bose vint la récupérer. Sans hésiter, Tamara demanda des nouvelles de son père, et Bose répondit, « Ne t'inquiète pas, quelqu'un s'en est occupé hier soir. » Tamara fut à la fois choquée et soulagée. Elle appela ses parents et fut soulagée d'apprendre que son père se rétablissait rapidement. La vérité était qu'après le départ de Tamara, Bose avait réglé les frais médicaux. Elle était déjà fatiguée de prendre soin de Tamara et estimait qu'elle était assez grande pour apprendre à pêcher. Toute la journée, Tamara ne put s'empêcher de repenser à l'argent qu'elle avait reçu en échange d'une seule nuit. Ce business est vraiment lucratif, pensa-t-elle. Mais une question continuait de la hanter, pourquoi un homme serait-il prêt à se séparer d'une somme aussi importante juste pour passer une nuit avec une femme? Elle n'y avait pas vraiment réfléchi. Bose, qui avait reçu un pourcentage de l'argent pour ce qu'elle appelait des frais de recommandation, commença à enseigner à Tamara les ficelles du métier et à lui recommander davantage de clients et d'hommes avides. Du jour au lendemain, la pauvre et timide Tamara devint riche. D'un coup de téléphone à l'autre, d'un lit à l'autre, son mode de vie s'était considérablement amélioré. Chaque semaine, elle envoyait à ses parents une grosse allocation, leur offrait des cadeaux et des vivres. Les parents de Tamara étaient très fiers d'elle, même s'ils ne lui avaient jamais demandé comment elle gagnait son argent. Ils pensaient que la vie en ville était aussi facile que de ramasser de l'argent dans la rue, et il n'était donc pas surprenant que leur propre fille réussisse comme tant d'autres avant elle. Rapidement, Tamara devint une slay queen de haut niveau, et seuls les élites et les politiciens pouvaient se permettre ses services, ce qui se traduisit par encore plus d'argent, car elle augmenta ses tarifs pour ses clients de haut rang. Moins de 15 mois après son arrivée en ville, Tamara avait acheté une maison valant plusieurs millions de Naira. Quelques semaines plus tard, elle lança un vaste projet de construction dans son village pour ses parents. Leur succès soudain était le sujet de conversation dans tout le village de Kuru. Tamara était même plus recherchée que Bose, qui l'avait introduite dans le métier, mais cela ne suscita ni rancune ni jalousie, car les deux continuaient à recevoir des commissions après chaque client de Tamara. C'était une situation gagnant-gagnant pour elles deux. Pendant toutes ces années dans le métier, Tamara avait appris une leçon essentielle de Bose, ne jamais tomber amoureuse pendant le travail et ne jamais tomber enceinte. Il était facile de comprendre pourquoi. Tomber enceinte signifierait au moins quelques mois, voire des années, d'interruption de travail, et tomber amoureuse l'obligerait à arrêter son activité ou à offrir ses services gratuitement. Tamara suivit cette règle aveuglément. Elle était devenue tellement obsédée par l'argent qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'avoir un homme dans sa vie. Un jour, alors que Tamara et Bose dînaient dans le salon, un appel arriva. C'était Kyle, un client qui, en plus de ses services, voulait avoir une relation avec elle et éventuellement l'épouser, une offre que Tamara avait refusée à maintes reprises. Malgré ses nombreux refus, Kyle continuait à solliciter ses services, et ce jour-là ne faisait pas exception. Après l'appel et les négociations, Tamara se rendit chez son client. Après leur rapport, elle fut payée et repartit. Cependant, ce que Tamara ignorait, c'est que Kyle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter une grossesse. Tamara quitta sa maison, fascinée par l'alerte de $8 000 qu'elle venait de recevoir sur son téléphone, et elle se mit à rêver à sa prochaine virée shopping pour le week-end à venir. Mais après quelques semaines, Tamara commença à remarquer des changements dans son corps. Elle vomissait souvent, se sentait constamment étourdie et fatiguée, et son appétit avait augmenté. Elle ignora les signes et pensa que c'était juste le paludisme. Elle prit des médicaments pour le paludisme, mais les symptômes persistaient. Bose devint alors suspicieuse et conseilla à Tamara de faire un test de grossesse, car cela faisait un peu plus de 2 mois et elle montrait encore des symptômes malgré les médicaments. Tamara prit cela à la légère en plaisantant sur le fait qu'elle était trop prudente et professionnelle pour faire une erreur aussi stupide.
Mais lorsque les symptômes persistèrent après quelques jours, elle se rendit finalement à la clinique pour faire un test. « Oh Dieu, s'il te plaît, que ce soit négatif », murmura-t-elle intérieurement en attendant patiemment que les techniciens de laboratoire terminent leur test. Peu après, une jeune infirmière entra dans la pièce et lui fit signe de venir dans le bureau du médecin. En s'asseyant, curieuse, elle fixa le docteur qui lui sourit avant de lui tendre la main et de dire « Félicitations, madame, vous êtes enceinte de 2 mois. » Tamara fut choquée et tenta de forcer un sourire. « Comment ? Je vois encore mes règles, comment est-ce possible ?» demanda-t-elle. Le docteur lui expliqua « Oui, madame, c'est possible. Vous avez un cas rare d'irritation cervicale, ce qui signifie que le saignement n'est pas dû à vos menstruations, mais au rapport sexuel pendant la grossesse. Pendant cette période, votre col de l'utérus devient plus sensible que d'habitude, ce qui provoque ces saignements. » Tamara était stupéfaite. Elle s'enquit d'un avortement, mais le médecin lui dit que la grossesse avait dépassé ce stade et qu'elle risquerait sa vie si elle essayait quoi que ce soit à ce stade. Tamara se sentit submergée, se reprochant sa négligence. Pire encore, elle ignorait qui était le père de l'enfant. Elle avait eu des dizaines de clients au cours des 3 dernières semaines, ce qui rendait difficile de savoir qui était le père de cette grossesse de quelques mois. Quand Bose apprit la nouvelle, elle fut perplexe, mais, contrairement à Tamara, elle avait une autre perspective. « Je pense que tu devrais le garder, » dit Bose, essayant de réconforter Tamara. « Pourquoi ? » « Cette grossesse met automatiquement un arrêt à mes activités pour au moins 9 mois, » répondit Tamara. Bose ajouta, « Un jour, tu arrêteras de toute façon, et cet enfant pourrait devenir ta source de joie, voire ton aide quand tu seras âgé. En plus, tu as de quoi t'occuper de lui ou d'elle. » Mais Tamara détestait cette idée. Toute la raison pour laquelle elle n'était pas tombée amoureuse était de profiter de sa liberté, et ne pas tomber enceinte visait aussi à ne pas être enchaînée aux besoins d'un enfant. Elle voulait juste profiter de sa liberté et de son argent. Tamara décida de donner naissance à l'enfant, mais se promit de ne pas le garder. Elle dut arrêter son activité et détestait les changements que subissait son corps. Toutes ces années à entretenir et à construire la silhouette parfaite étaient en train de disparaître en quelques semaines, et cela la remplissait de haine pour son enfant à naître. Elle haïssait aussi ses envies de grossesse, voulant tour à tour manger de la tête de chèvre, de la queue de poisson, ou même les parties brûlées du fond de la marmite. Elle n'était pas heureuse, et les sautes d'humeur de la grossesse n'arrangeaient rien. Mais surtout, elle détestait le fait de ne pas savoir qui était le père. Après 9 mois, Tamara accoucha d'une magnifique petite fille. Le bébé était si beau que même les autres femmes enceintes la félicitaient. Mais Tamara était heureuse pour une autre raison, elle était enfin libre. Ces 9 mois sans pouvoir travailler et en mode fantôme avaient été un véritable enfer pour elle. Elle passait ses journées à compter combien elle aurait pu gagner si elle avait pu travailler. Le lien maternel naturel était absent chez Tamara, et elle ne pensait qu'à une chose, quitter l'hôpital et informer ses clients qu'elle était de retour en affaires. Bose l'avait accompagnée tout au long du processus, jusqu'à sa sortie de l'hôpital. Une fois chez elle, Tamara ne cessait de se demander que faire maintenant. Elle ne voulait pas devenir mère. Elle n'était pas prête, surtout après avoir entendu tant d'histoires sur les seins qui tombent à cause de l'allaitement, un atout primordial dans son métier. Cette nuit-là, après avoir allaité son bébé, Tamara l'enveloppa dans ses habits de bébé, le plaça dans un petit panier, ajouta un peu d'argent, quelques accessoires pour bébé et tout ce qu'elle jugeait nécessaire. Elle s'éclipsa en pleine nuit et conduisit jusqu'à un orphelinat en ville. Il faisait sombre. En se tenant près du portail de la fondation, elle regarda le bébé dans le panier et murmura « Je suis désolée, mais ces gens seront de meilleures mères que moi. Je te souhaite bonne chance. » Elle déposa le bébé près du portail, frappa lourdement dessus, puis rentra dans sa voiture et s'en alla. Tamara se sentit soulagée de retrouver enfin sa vie. Le lendemain, Bose lui demanda des nouvelles du bébé, et Tamara lui raconta clairement ce qu'elle avait fait. Bose était choquée et déçue. « Tamara, malgré tous mes conseils, tu as quand même fait ce que tu avais en tête, » dit-elle, dépitée. « De toute façon, j'espère que tu ne regretteras pas, » ajouta-t-elle. « Ne t'inquiète pas, je ne regretterai pas, » répondit Tamara, tout sourire. Tamara passa les mois suivants à essayer de retrouver sa silhouette et se relança dans le business avec force une fois en forme. Elle redevint rapidement une sensation. Il s'avéra que la plupart de ses clients avaient manqué sa compagnie pendant des mois et étaient ravis de la revoir, sans jamais savoir pourquoi elle avait disparu. Tamara rayonnait, passant d'un appel à l'autre, d'un lit à l'autre, gagnant plus d'argent que jamais. Elle était devenue la reine des femmes de compagnie de luxe. Cependant, quelque chose arriva à Bose qui changea sa vie. Elle eut une expérience de mort imminente avec un client qui s'avéra être un ritualiste, et grâce à l'intervention de Dieu, elle fut sauvée.
Boz avait reçu un appel d'un nouveau client qui semblait très riche et proposait de payer 3 fois plus que son tarif habituel. Enthousiasmée, elle se hâta pour rencontrer ce client potentiel. En quittant sa maison, un groupe d'évangélistes l'arrêta à la porte, voulant lui partager la parole de Dieu. Boz hésita, car elle était déjà en retard pour son rendez-vous. Elle aimait toujours faire bonne impression la première fois, mais cette fois-ci, les évangélistes insistaient. Ils ressentaient un besoin pressant de lui transmettre un message de salut. Boz, agacé, perdit patience et commença à les insulter. Des passants se joignirent à elle pour chasser les évangélistes. Lorsque l'agitation se calma, Boz réalisa qu'elle avait déjà 45 minutes de retard. En colère, elle se précipita à l'adresse que lui avait donnée le client. En arrivant à la porte, le gardien refusa de la laisser entrer, expliquant que le patron avait ordonné de ne laisser entrer personne, même pas sa propre mère. Boz était déçue. Elle essaya d'appeler le client, mais son numéro était injoignable. Furieuse, elle se dirigea vers un club pour se changer les idées. Au club, elle rencontra ses collègues qui discutaient de leur travail. Elle parlait de leur chanceux ami, Thomas, qui avait rencontré un chef très riche qui lui avait promis de payer 3 fois plus que son tarif. Boz, intrigué, leur demanda si ce chef vivait à Utaka Resort. À leur confirmation, Boz comprit que Thomas avait pris son client. En colère, elle jura de se venger d'elle et des évangélistes. Le lendemain matin, la ville fut secouée par la nouvelle qu'un corps horriblement mutilé avait été retrouvé sur une route principale à Utaka, avec toutes ses parties intimes manquantes. Le corps fut identifié comme celui de Thomas Anderson, victime de tueurs ritualistes. Boz, choquée, laissa tomber sa tasse de café en entendant cette nouvelle. En suivant l'affaire, elle réalisa qu'elle avait été sauvée des mains de ses tueurs. Elle cria de soulagement et, à partir de ce jour, elle abandonna la vie de femme de compagnie. Boz retrouva les évangélistes, leur demanda pardon et se fit baptiser. Quand elle annonça sa conversion à Tamara, celle-ci fut surprise mais n'était pas prête à abandonner sa vie de luxe. « Ne t'inquiète pas, Boz, je serai très prudente, lui dit-elle. Boz tenta de la persuader, mais Tamara refusa de changer de mode de vie, profitant de son opulence. Boz retourna au village de Kuru pour recommencer sa vie. Elle reprit ses études malgré son âge et se concentra sur les choses de Dieu. Pendant ce temps, Tamara atteignit le sommet de son activité. À la fin de la vingtaine, elle recevait des appels constants et gagnait plus d'argent que jamais, achetant des maisons, des propriétés, et partant en vacances à travers le monde. Tout semblait parfait. Cependant, au fil des années, alors que Tamara vieillissait, sa clientèle commença à se retirer. Les hommes cherchaient des femmes plus jeunes, et Tamara, approchant de la trentaine, ne recevait presque plus de clients. Sa vie de luxe commença à se dégrader, et elle perdit peu à peu son intérêt pour ce mode de vie. Elle ne ressentait plus la même joie qu'au début de son activité. Tamara se sentait perdue et complètement seule. C'est pendant cette période de manque de clients qu'elle commença à réaliser à quel point elle était vraiment seule. Tous ses amis qui la visitaient auparavant avaient disparu, et les hommes qui s'empressaient de répondre à ses appels l'ignoraient désormais. Pire encore, elle ressentait un vide immense à l'intérieur. Tamara décida alors de retourner à Kuru pour voir ses parents. À son arrivée, ils furent ravis et excités de la revoir. Tout le village l'accueillit chaleureusement, et ses parents étaient plus qu'heureux de la recevoir après tant d'années. Tamara était devenue une figure connue à Kuru, et à cause d'elle, chaque parent voulait envoyer ses enfants en ville. Quelques jours après son arrivée dans le village, elle décida de rendre visite à sa tante Boz, qu'elle n'avait pas vue ni entendue depuis des années. En frappant à la porte, une petite fille d'environ 6 ans l'ouvrit, suivie de près par Boz et 2 autres petits garçons. « Tamara » s'écria Boz. Les 2 femmes se prirent dans les bras. Tamara était confuse. Boz expliqua alors qu'elle s'était mariée quelques années après avoir quitté Utaka, et les 3 enfants qu'elle avait vus étaient les siens. Son mari, un évangéliste, était actuellement en voyage. C'était le même homme qui l'avait empêché de se rendre chez le chef il y a quelques années. « Quel petit monde !» s'exclama Tamara plusieurs fois, choquée. Elle était heureuse pour Boz, mais au fond, son cœur était rempli de tristesse. Elle avait finalement compris ce qui manquait dans sa vie, une famille. Mais même si elle souhaitait se marier maintenant, elle ne le pouvait pas. La sombre vérité qu'elle avait cachée pendant des années la rattrapa, et elle éclata en sanglots chez Boz. Boz, stupéfaite, tenta de comprendre ce qui se passait. « Boz, j'ai tout gâché », dit Tamara en pleurant. « Je ne peux pas me marier, même si je le voulais », ajouta-t-elle en larmes. « Ne dis pas ça, Tamara. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, répondit Boz en essayant de la réconforter. Tu ne comprends pas,
Bose, je n'ai pas d'utérus, répondit Tamara en éclatant de nouveau en larmes. La vérité était que, durant ses années en tant que « reine des soirées » à Utica, Tamara était tombée enceinte à plusieurs reprises. Suite à sa première grossesse, elle était devenue une habituée des cliniques d'avortement, et lors d'une de ses interventions, elle avait perdu son utérus aux mains d'un médecin incompétent. Au début, elle n'avait pas jugé cela grave, pensant que cela signifierait simplement qu'elle ne serait plus enceinte, ce qui serait bénéfique pour son travail. Mais en vieillissant, elle commença à réaliser la folie de ses actions. Alors que Tamara pleurait, Bose lui prit la main et lui dit « Prions ». Elles prièrent ensemble, et Tamara donna sa vie au Christ à ce moment-là. Après la prière, Bose lui suggéra de chercher sa fille. Tamara fut surprise. Comment et où pourrais-je la retrouver après l'avoir abandonnée il y a plus de 10 ans ? Bose l'encouragea à essayer avant de tirer des conclusions hâtives. Avant de retourner à Utica, Tamara prit son courage à deux mains et avoua ses fautes à ses parents. Ils furent amers, mais avant tout, ils la pardonnèrent et lui souhaitèrent bonne chance dans la recherche de leur petite fille. Tamara retourna à Utica et retrouva la rue où se trouvait autrefois l'orphelinat, mais ne trouva plus le bâtiment. Un passant lui révéla que l'endroit avait été vendu il y a quelques années et que l'orphelinat avait été déplacé dans un autre état. Le cœur brisé, Tamara retourna à Kuru, vaincue, sachant bien que sa fille était probablement quelque part dans le monde sans la moindre idée de l'existence de sa mère, à cause des mauvais choix qu'elle avait faits. Elle se rappela tous les avertissements de Bose, se remémorant comment elle avait refusé de garder le bébé, pensant naïvement qu'il nuirait à son activité. Maintenant, elle se voyait comme une folle, un mauvais exemple, une personne indigne d'être mère. À son retour à Utica avec la triste nouvelle, ses parents et Bose la prirent dans leurs bras, lui assurant que la vie avait encore beaucoup à offrir. Bien que Tamara se fût repentie et fût devenue une chrétienne dévouée, elle passa la majorité de sa vie dans le regret de son passé. Elle donna la plupart de son argent à des orphelinats à travers l'État et créa sa propre fondation pour enfants abandonnés. Elle lança un programme pour recruter de jeunes femmes et les sensibiliser aux dangers d'une vie risquée, utilisant son propre vécu comme exemple. Cette initiative mena à la repentance de centaines de femmes vivant dans la rue. Tamara devint un exemple pour la plupart des femmes de Kuru et d'Utica. Bien que la vie l'ait mise à l'épreuve, elle prouva qu'aussi longtemps qu'on est en vie, on peut toujours se relever. L'histoire de Tamara nous rappelle que la quête de la richesse et du plaisir immédiat peut souvent nous éloigner des vérités profondes de la vie. À travers ses choix et ses erreurs, elle a appris qu'aucune richesse matérielle ne peut compenser le manque de véritables connexions humaines et de valeurs fondamentales. Nous devons garder à l'esprit que le vrai bonheur ne réside pas seulement dans les biens matériels ou dans les plaisirs superficiels, mais dans la paix intérieure, la repentance et la réconciliation avec soi-même et les autres. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, montrez-nous votre soutien en laissant un drapeau dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux que vous aimeriez voir se cultiver et grandir. Chaque abonnement et chaque partage nous aide à continuer à offrir des contenus inspirants et enrichissants. Merci pour votre soutien.